Dans les années 90 et 2000, le nom de Palmade est plutôt familial. Le public français le découvre sur une heure de grande écoute dans une émission qui regroupe les jeunes talents de son époque. Son humour met en scène des personnages imaginaires, joue sur le comique de situation et séduit les spectateurs. Son succès continue avec ses duos iconiques avec Michel Larocque, où il incarne un couple dans la vie de tous les jours. Pourtant, loin des planches, la vie de Palmade est à l'opposé du couple classique qu'il incarne avec son ami. Elle est même plutôt chaotique. Accro à la cocaïne, il fréquente des milieux gays nocturnes où il s'adonne à des activités sexuelles débridées avec des inconnus, parfois même des prostituées. Mais si certains essaient de le prévenir que ça va très mal finir ce qu'il fait, il n'écoute alors personne. Jusqu'à cette nuit de février 2023, où, lors d'une énième soirée sous stupéfiants, il décide de prendre le volant. Un dernier trajet qui conduit tout droit son image d'humoriste à celle de criminel. Je vous invite les amis à vous installer confortablement dans votre chaise, à vous accrocher surtout, car là on va traiter un très gros dossier. Dans cette vidéo, on va retracer ensemble le trajet de Pierre Palmade, un trajet qui l'a mené en enfer. Un chemin d'ailleurs qui m'a conduit même plus profondément que je ne le pensais. Avant de mener cette enquête, je vous conseille vivement, si vous aimez ce format-là, de liker, comme ça je pourrai refaire des épisodes comme ça si vous appréciez, enfin du moins je le verrai. Un simple clic pour toi est un immense soutien pour moi, donc pitié, c'est un peu trop. Pierre Palmade voit le jour le 20 mars 1968 à Bordeaux dans une famille plutôt classique. Il n'est pas au début spécialement prédestiné au métier de comédien. Mais bon, il comprend très vite dès l'enfance qu'il fait rire beaucoup son entourage et que cela attire les gens et surtout leur attention. Aîné de deux sœurs, Hélène et Claire, leur père est obstétricien et leur mère professeur d'anglais. C'est d'elle qu'il tient l'amour des mots qui le conduira sur scène. Mais son père aussi le marque à jamais. Une nuit, alors qu'il rentre d'un accouchement, il meurt dans un accident de la route. 43 ans plus tard, comme vous le savez sûrement, c'est son fils qui provoquera un accident dans lequel une femme va perdre son enfant. En 1976, l'année du décès de son père, Pierre Palmade a alors 8 ans. Sa mère, vous l'imaginez, est dévastée et elle est incapable de lui annoncer la nouvelle pendant une semaine. Lorsqu'il l'apprend enfin, il ne pleure même pas. Il ne va même pas à l'enterrement et ne fait preuve d'aucune démonstration de chagrin. Car pendant très longtemps, Palmade va l'occulter, ce chagrin. Et il ne se préoccupera que de sa mère. Bon, en dehors de ce drame qui assombrit largement son enfance, il est en parallèle de ça plutôt gâté. À la télé, il regarde déjà le théâtre et admire la reine du boulevard des années 1960, Jacqueline Meillan. Motivé, il s'inscrit alors au club de théâtre de l'école, puis dans un cours. Après alors le lycée, il s'inscrit à HEC, une école de commerce. À 18 ans, il joue déjà sur scène à Bordeaux et écrit aussi des textes dans l'espoir d'écrire un jour pour son idole, Jacqueline Meillan. Un jour, il monte à Paris pour un séjour avec un petit ami. Au théâtre, il rencontre alors Sylvie Joly, une humoriste, et lui propose des textes qu'il a lui-même écrits. Elle lui propose en retour alors de rejoindre son cours et de devenir son élève. Lui évidemment accepte, c'est son rêve, on le rappelle, et décide de tout quitter à Bordeaux. Il dit même d'ailleurs qu'il a toujours voulu se faire remarquer, sortir du lot, du groupe, et de ne pas être une fourmi dans toute cette fourmilière d'artistes. Il dit qu'au collège, il était celui qui aimait organiser la fête de fin d'année, et il embarquait tous ses potes avec lui. Le plus drôle, le plus timide, la plus jolie, la moche, la plus godiche. Et voilà donc avec ces personnes-là, il se mettait à jouer des pièces de boulevard, inspirées de celles qu'il regardait à la télévision. Et à 18 ans, on lui demandait tout le temps quel métier il voudrait faire plus tard. Et à cette question, il ne savait jamais quoi répondre. Pour lui, la voie la plus raisonnable serait qu'il continue sa prépa HEC pour faire plaisir à sa mère. Sa mère qui, elle, pense à ce moment que sa phase parisienne va passer, qu'il reviendra vite finir ses études de commerce et se contenter du club de théâtre local. Mais il ne reviendra jamais à Bordeaux. C'est pour Pierre Palmade le début d'une carrière fulgurante dans laquelle il va brûler plus que ses ailes. Envers les aspirations de sa famille, il décide de réaliser son rêve. Dès 1987, il rencontre assez vite du succès comme auteur. Puis il interprète ses propres sketchs sur scène. Bon, c'est évident qu'il a trouvé sa vocation. Il trouve à Paris un environnement mondain dans lequel il peut être vraiment lui-même. Je fuis parce que mes copains ne veulent plus continuer le théâtre avec moi. Ils pensent trop à leurs études. Et je fuis parce que je sens quelque chose que je commence à détester en moi. Je suis attiré par les garçons. Pierre Palmade n'arrive pas à assumer sa sexualité. Il en éprouve même plutôt de la culpabilité, un sentiment de lutte intérieure qui le ronge et contre lequel il luttera encore longtemps, très longtemps.
Mais bon, à Paris, tout est plus facile pour lui. Il faut dire qu'il capte très facilement l'attention par son sens de l'humour. Et il se fait rapidement une place. En 1988, quelques mois à peine après son arrivée à Paris, il rencontre celui qui devient son producteur, Pierre Fournier. Il décrit le jeune Pierre Palmade comme quelqu'un de très mature pour son âge. Invité à un spectacle du comédien, Fournier est impressionné par le jeune talent. Pour lui alors, c'est évident. Pierre Palmade est l'avenir de l'humour. Il accepte alors de le produire et la France découvre l'humoriste dans une émission culte de l'époque, La Classe. Les plus vieux parmi vous qui regarderaient cette vidéo se souviennent sûrement de cette émission présentée par Fabrice. Le principe est très simple, dans un décor de salle de classe, le professeur Fabrice convoque ses élèves au tableau pour qu'ils présentent leur sketch. Le but pour les élèves humoristes étant de remporter la meilleure note. Sur les bancs alors de la classe, Palmade fréquente d'autres jeunes talents de l'époque. Lagaffe, Michel Larocque ou encore Jean-Marie Bigard. Son sketch, Le Colonel, va faire kiffer beaucoup de personnes et va le propulser auprès du grand public. Et rien alors là ne va l'arrêter. Lui a pour ambition d'écrire un jour pour son idole, Jacqueline Meillan. Mais c'est à ce moment-là pour lui une trop grosse tête. Une trop grande pointure du genre pour l'approcher. On dit à l'époque que Muriel Robin est la nouvelle Meillan. Il la contacte alors pour lui soumettre les textes qu'il a écrits. Et alors là, elle triomphe sur scène avec les textes de Palmade. Plus qu'une collaboration, c'est une longue amitié qui démarre entre eux. Il écrit aussi pour Jean-Marie Bigard, Victoria Abril et Guy Bedos. Tout ce qu'il vit là est inespéré pour lui. Ce succès si soudain, il n'arrive pas à le comprendre. Il témoigne même à ses amis d'éprouver un peu de vertige face à ce tourbillon de célébrités qui l'emporte. À la télé et au théâtre, tout le monde se l'arrache. Mais à force, le succès l'épuise dans sa vie privée, et ses démons ne vont pas tarder à le rattraper. Les soirées parisiennes lui sont ouvertes avec tous ses excès. Pour lui et le démon qui le ronge depuis longtemps maintenant, une homosexualité non assumée. Je suis devenu célèbre trop tôt et trop jeune. J'allais dans les boîtes pour qu'on me reconnaisse, et là je fais ma plus mauvaise rencontre. On me propose de la cocaïne. Je plonge tête baissée. Le jour où je commence à mélanger la cocaïne et l'alcool, je n'ai plus peur d'être homo. Je m'en foutais, je ne me jugeais plus. La coke me désinhibait. J'ai pris ça alors pour un médicament, un petit champagne illégal, sans plus. Alors qu'il s'agit en réalité d'une drogue très sournoise, qui prend son temps très lentement pour s'installer en vous, mais sûrement. Et surtout qui vous empoisonne comme un cancer. Bon, il est surtout mal à l'aise par sa sexualité, parce qu'on lui a inculqué depuis tout jeune que ce qu'il est d'être homosexuel est un délit. Mais d'où il vient, on ne parle pas de cela, au point où il pense être carrément anormal. Mais à Paris, il découvre dans le monde de la nuit un milieu gay en effervescence. À l'époque, la cocaïne est une drogue qui se consomme principalement dans le milieu du showbiz. Et il a cette sensation très bizarre que l'alcool et la drogue l'aident à ne plus se juger lui-même en tant qu'homosexuel. À moins que ces substances ne l'aident à oublier qu'il a honte de lui, honte de ce que pourrait penser son père décédé il y a maintenant si longtemps. Autour de lui, tout le monde sait qu'il est gay. Son entourage le voit multiplier alors les aventures sans lendemain qui ne le satisfont pas. Car pour lui, pas question de se mettre en couple homosexuel. Cela fait partie entièrement de sa vie privée, de sa vie nocturne. Pendant très longtemps, j'ai été complexé par une phrase de ma mère qui m'a dit que je ne faisais pas homo, et que je n'étais pas obligé de le crier sur tous les toits. Pourtant, les démons de Pierre Palmade ne vont pas tarder à faire la une des journaux et être révélés au grand public. 1992, 3 semaines après l'interpellation du fournisseur en C de tout Paris, les forces de l'ordre frappent à la porte de l'appartement de Palmade. Il est alors 7 h du matin. À l'intérieur d'un tiroir alors de la table de chevet, dans la chambre, les agents trouvent de la cocaïne. Inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il avoue tout. Il est condamné alors en 1995 à 4 mois de sursis et 20 000 francs d'amende, soit 4 500 €. L'opinion publique alors s'affole et découvre ces déboires qui font les choux gras des journaux. Mais pour le showbiz, il ne s'agit pas d'un secret. À ce moment, il est déjà à 5 grammes par semaine, soit 20 grammes par mois. Et on parle là d'une substance qui se vend à l'époque 1000 francs le gramme. Cette drogue est réservée, oui, à un milieu très précis. Dans les boîtes de nuit, il faut dire qu'il suffit de connaître le bon gars pour en trouver très vite. Et Pierre Palmade, lui, connaît beaucoup de gens. Vraiment beaucoup de gens. Il va même en venir à penser que la cocaïne stimule son processus créatif et que ça fait partie de la panoplie de l'artiste. Au dîner alors, il se lève et va aux toilettes pour consommer. Ses proches petit à petit commencent à se rendre compte de son addiction, mais il ne veut rien entendre. À l'époque, il faut dire que je m'envoyais tout le monde promener.
Et à 35 ans, j'ai compris que j'avais un gros problème. Cette vie de travail et de décadence me plaît. Mon corps encaisse vachement bien. Le matin, je me réveille. Oh, je suis célèbre. L'après-midi, j'enregistre La Classe. Et le soir, je joue mon spectacle au succès insolent. Et la nuit, je retrouve les copains dans mon milieu. C'est métro, boulot, dodo à ma façon, sauf que je ne prends pas le métro. Et je ne dors pas la nuit. Quand il se réveille, il carbure la pharmacopée légale pour ne pas avoir mal à la tête. Et puis le soir aussi pour dormir, car cela apparemment l'aide aussi à ne pas faire de cauchemars. Des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Se cache-t-il alors derrière une réalité bien plus sombre, ou se sent-il pousser des ailes? Pour lui, ce n'est que la fête. N'importe quel jeune de son âge, à sa place, ferait la fête. 1995 est aussi l'année où il surprend la France entière en épousant Véronique Sanson. Cette chanteuse française a alors 20 ans de plus que lui, et il l'épouse devant les caméras. Personne ne s'attendait à ce que ces deux artistes se marient. Mais bon, en réalité on dirait plus une mise en scène qu'autre chose. Ils se rencontrent chez Catherine Lara, une chanteuse qui est une amie en commun à eux. Pierre Palmade ne se reconnaît pas du tout dans le milieu gay nocturne où les conquêtes s'enchaînent autant que les vers. Vous commencez à le comprendre à force, mais il ne veut pas d'un couple homosexuel. Et dans l'amour de Véronique pour lui, il se sent moins seul et tombe aussi amoureux d'elle. Auprès d'elle, il n'a pas besoin de consommer toutes ces drogues pour assumer. Il voit l'occasion de devenir, entre guillemets, quelqu'un de plus normal. Ils resteront tout de même mariés pendant 9 ans avant de divorcer en 2004. Et vous inquiétez pas, sur scène, quelques succès l'attendent encore. En 1996, il monte sur scène avec Michel Larocque pour le premier spectacle de leur duo. S'ensuivent plusieurs autres spectacles en duo jusqu'en 2001. Ce qu'il aime sur scène, c'est la maîtrise qu'il peut avoir. S'il avait su comment ça finirait pour lui-même. Il participe aussi à de nombreuses représentations des Enfoirés. En 98, c'est la consécration au cinéma dans Astérix avec le rôle d'Assurance Oryx. Il brûle la vie par les deux bouts, on le trouve dans toutes les boîtes chaque nuit. Ses proches trouvent que la consommation de coke qu'il prend régulièrement le rend obsessionnel. Et tristement, ils vont être témoins de sa chute progressive. Pourtant, il a conscience d'avoir un mode de vie excessif. Progressivement, il annule alors des réunions de travail et même des représentations à cause de sa consommation. Il ne se réveille pas après une soirée de fête où il souffre d'une énorme gueule de bois. Il prend alors la conscience que sa consommation est devenue très problématique. Et c'est sa carrière là qu'il met en jeu à flirter avec cette maîtresse illégale et destructrice qu'est la cocaïne. Alors, arrivera-t-il seulement à s'en sortir un jour? C'est la question qu'on se pose. Conscient d'être malade, Pierre Palmade essaie de prendre un nouveau départ dans les années 2000. Il essaie de se mettre au vert en achetant une maison de campagne éloignée de Paris et sa vie nocturne. Il témoigne d'ailleurs vouloir s'en sortir. Il dit à ses proches qu'il veut réellement en finir avec cette dépendance. Car il perd là de plus en plus de collaborateurs qui ne veulent évidemment, vous l'aurez compris, plus travailler avec lui et ses démons. Il espère alors bien se remettre sur pied dans cette vieille ferme en pierre de 430 mètres carrés, loin des dealers qui sont à chaque coin de rue. Au calme, alors, il y écrit des textes et tourne des vidéos humoristiques qu'il publie sur Instagram. Pour contextualiser, 2004, c'est l'année de son divorce avec Véronique Sanson. En 2008, il annonce officiellement son homosexualité dans les médias. Une tentative qu'il a fait pour être enfin en paix avec lui-même. Il pense en fait que cela fait partie du processus de guérison, qu'il doit assumer sa sexualité pour se sortir de ses addictions. En parallèle, il multiplie aussi les cures de désintoxication. Mais malheureusement, il replonge aussitôt qu'il en sort. Et quand je replonge, je me relève en me disant que c'est vraiment la dernière fois. Je le pense vraiment, je suis un survivant. Avec tous les voyous que j'ai rencontrés, les maladies que j'ai côtoyées, le sida, les risques de crise cardiaque, l'agressivité que la drogue peut créer, il aurait pu m'arriver bien pire. Et avec son divorce, c'est la solitude alors qui le fait replonger dans la fête, le milieu gay et la drogue. Pour lui, finalement, selon ses propres mots, l'idéal de l'homosexualité, c'est du cul et basta. Il se refuse alors à l'amour et évite toute forme de relation durable. De toute façon, grâce à l'argent qu'il a, il trouve toujours à se faire accompagner. Certains le trouvent généreux, mais ses proches sont au courant qu'il paie pour ne pas être seul, qu'il est prêt à mettre le prix pour faire taire la peur de l'abandon ancrée en lui depuis l'enfance. Alors progressivement, il se coupe de ses amis, obsédé par la consommation. Et il attire de plus en plus de monde, pas toujours très fréquentable. Dealers, compagnons de consommation, prostituées, conquêtes d'une nuit.
Il ne prend aucune précaution et ne cache ni son identité ni son adresse. Il faut dire qu'il a découvert une nouvelle drogue de synthèse, la 3-MMC, qui permet de s'adonner à une pratique appelée chemsex. Alors, ce dérivé de la cocaïne permet en fait de repousser ses limites physiques et de performer pendant 24 heures, 48 heures et même parfois 72 heures. Tout se passe chez moi avec un mec ou deux ou trois. Ce sont de longues heures qui durent toute la nuit, parfois la journée suivante. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume, on couchaille ensemble et on recommence. C'est une orgie plutôt amusante. Et pour vous expliquer, toutes les soirées commencent par le même rituel. D'abord, chercher des stupes chez le dealer. Le problème avec ces substances, c'est aussi qu'elles poussent les consommateurs à vouloir aller toujours plus loin, malheureusement. Et lui n'échappe pas à vouloir deviner à cette quête de l'extrême. En avril 2019, Pierre Palmade alors invite chez lui un SDF d'une vingtaine d'années en situation irrégulière sur le territoire. Après une nuit, ensemble, à consommer des stupéfiants, le jeune homme s'énerve lorsque Palmade lui demande de partir. Une dispute alors éclate et l'homme le menace de détruire sa carrière. Palmade appelle alors directement la police qui se déplace. À leur arrivée, les agents trouvent un appartement des plus déplorables. L'intrus dit aux agents avoir été drogué et violé par Pierre Palmade. Palmade est placé alors en garde à vue, mais rapidement, le jeune homme avoue avoir menti. Pour acquisition et usage de stupéfiants, l'humoriste écope alors tout de même de 1 500 € d'amende. Mais cette mésaventure qu'il vient d'avoir ne l'arrêtera pas pour autant. Il perd totalement le contrôle lors de soirées de plus en plus débridées. Le matin, il se réveille le nez en sang dans son appart, vide et complètement en bordel. Pour combler le manque, il picole, et même parfois, dites-vous, il ne se lave même pas. En 2019, toujours en quête de guérison, il rend public son combat contre la drogue avec son autobiographie. Dites à mon père que je suis célèbre. Pour la promo, il est invité sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Il parle sans aucun filtre de sa lutte contre ses addictions, se dit alcoolique, dépendant à lacet et en rétablissement. Et il se dit complètement conscient d'être dans l'illégalité en consommant ce produit, mais ne peut pas réussir à lutter contre sa maladie. Car en rendant son combat public, il joue la corde de la sensibilisation et la prévention aux addictions. Il raconte comment ça lui est arrivé à lui, ses nuits parisiennes, la jeunesse, les bars, etc. Mais aussi le vagabondage sur Internet. Mais alors, qu'a-t-il voulu dire par là? A-t-il voulu mentionner sa recherche incessante de conquêtes sans lendemain, de prostituées? On ne sait pas trop pour l'instant. Car aussi, il a eu cette mauvaise rencontre, celle du jeune SDF, comme j'en ai parlé juste avant, qui a voulu faire croire qu'il l'avait agressé. Je ne prendrai plus jamais de la drogue de ma vie. Je le pense et j'y crois. Mais il faudra arrêter toutes ces sollicitations qui poussent à en prendre. Mais après tout, il a échappé au pire malgré son excès. Si je fais un inventaire, c'est globalement positif. Je m'en sors sans accident, sans maladie, sans dette, sans vrai ennemi, sans cadavre. C'est-il seulement là qu'avec ces mots, il est en train de défier le destin? En 2020, il revient avec un nouveau one-man show écrit pendant le confinement. Il s'intitule « Assume bordel ». Il met en scène en fait la difficulté avec sa propre homosexualité. Mais ce n'est plus le succès qu'il a connu autrefois, même si sa fanbase est évidemment au rendez-vous. Lui-même s'étonne que le nom de Pierre Palmade remplisse encore les salles. En 2022, tout le milieu sait ce qu'induit de signer un contrat avec Pierre Palmade. La possibilité qu'il n'honore pas ses engagements à cause de son état de santé. Et de nombreux producteurs ne veulent plus travailler avec lui. Tout le monde sait dans le milieu que c'est un gars pas trop sûr. Il a beau faire des promesses, il n'arrive pas du tout à s'en sortir. Il essaie alors une ultime cure dans une clinique privée en Tunisie. Lorsqu'il arrive, il est dans un état physique et psychologique amoindri et surtout très instable. Il ne répond, dites-vous, même pas à l'équipe soignante qui essaie de le faire parler. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Dès le début de la cure, d'une durée de 28 jours, il présente alors des signes de manque intense. Le sevrage est très difficile pour lui. Et malheureusement, vous le savez très bien, mais on ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré. Les patients peuvent donc décider d'interrompre leur séjour. Ce que fait Pierre Palmade, au bout d'une semaine seulement. De retour alors en France, il reprend son rythme de fête jusqu'à dans sa maison de campagne. Le havre de paix, comme il l'appelait, se transforme en antre des dealers et des prostituées. Le 21 octobre alors 2022, il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il monte sur scène. Le public est au rendez-vous, finit les répliques et l'humoriste est comblé. Mais dans sa vie privée, pratiquement comme d'habitude en fait, rien ne va.
il est aussi criblé de dettes car il vit largement au-dessus de ses moyens. Et un drame bien plus sordide encore va venir mettre une fin brutale à ses excès. Le 10 février 2023, il organise une soirée chemsex à sa maison de campagne. Enfin, une soirée qui dure déjà depuis 2 jours. Il est accompagné de Andrea, Moshin et Sambu. Il consomme de la 3-MMC et de la C et s'adonne à des orgies. Moshi et Sambu ont dans la trentaine. Sambu, lui, vient d'être condamné pour trafic de stupéfiants. Andrea fréquente Palmade déjà depuis 4 ans, elle est déjà habituée aux soirées chemsex. Dans l'après-midi, Palmade alors descend à la pharmacie avec Moshin et Andrea pour acheter des seringues. Et ce soir-là, d'autres personnes doivent les rejoindre à la maison de Palmade. Vers 18h45, il reprend la voiture avec Sambu et Moshin, cette fois, pour aller en fait au carrefour du coin acheter de la nourriture. Ils viennent tout juste de s'injecter une dose. Et personne ne pressent le danger. Pourtant, dans son entourage, tout le monde sait qu'un jour, il allait commettre l'irréparable. Mais non, là, il refuse de laisser le volant. Il veut conduire à tout prix. Après tout, il n'y a que 10 minutes de route. Et au même moment, sur la départementale, Yüksel propose à sa belle-sœur enceinte de 7 mois de la ramener chez elle. Il monte alors en voiture avec Devrim, 6 ans, le fils de Yüksel. Le conducteur décide d'emprunter un itinéraire un peu plus long que d'habitude pour éviter les dodanes. Aux alentours de 18h45, les 2 véhicules arrivent face à face sur la D373 entre Perthé et Villiers-en-Bière. Derrière le véhicule de Yüksel, un homme de 80 ans circule aussi. À quelques kilomètres de sa maison, dans une ligne droite, la 3008 de Pierre Palmade se déporte à gauche. Plus tard, Sambu dira aux enquêteurs qu'un SMS a distrait Palmade qui a mis un coup de volant. Il percute frontalement le véhicule de Yüksel devant témoins, qui décrivent d'ailleurs eux un choc très violent. L'homme de 80 ans, dans le 3e véhicule, percute alors celui de Yüksel à l'arrière. Les personnes présentes sur le lieu de l'accident se précipitent alors très vite pour aller apporter les premiers secours. Palmade a encore lui les yeux ouverts. Il est muet et complètement sous le choc. On le laisse alors à l'intérieur de son véhicule pour ne pas aggraver d'éventuelles blessures, dans l'attente des secours. Quelqu'un reste auprès de lui pour lui parler et veille à ce qu'il ne s'endorme pas. Dans l'autre véhicule, la femme hurle « Où est mon enfant ?» Elle aussi, elle est complètement en état de choc. Tout ce qu'elle a eu le temps de voir avant l'accident, ce sont les phares d'une voiture qui se déportent sur eux. Elle tente ensuite de venir en aide à son neveu à l'arrière, mais n'y parvient pas. Alors, elle sort du véhicule avant de s'effondrer. Le choc a été si brutal, dites-vous, que parmi les 5 personnes, 3 ont dû être désincarcérés de leur véhicule, dont Pierre Palmade. Tandis que ses passagers, Moshin et Sambu, ont tout simplement pris la fuite. Probablement par peur des forces de l'ordre, ou pour dissimuler éventuellement une dose de stupéfiants assez conséquente. Transporté alors à l'hôpital, le pronostic vital des blessés est engagé. Les blessures sont oui très lourdes. Seul le conducteur du 3e véhicule derrière Yüksel s'en sort avec des blessures légères. Les urgences obstétricales tentent alors de sauver l'enfant que porte le passager en pratiquant une césarienne d'urgence. Mais malheureusement, la petite fille ne survit pas. Devrim, son neveu de 6 ans, lui, est gravement blessé à la mâchoire et au crâne. Il reste quelques jours dans le coma et subit plusieurs chirurgies. Complètement défiguré, il ne peut même plus parler correctement et doit s'alimenter avec une sonde. Yüksel, son père, a des traumatismes graves dus à des perforations de l'aorte. Également dans le coma à son admission, il subit 7 opérations et devra réapprendre à marcher en raison de ses multiples fractures. Les autorités, quant à elles, n'attendent que le réveil de Palmade pour l'interroger. Car déjà, Palmade a été testé positif à la C et à la 3-MMC. Seul le test d'alcoolémie est négatif. Avec ses antécédents judiciaires, autant dire que là, on est clairement sur un récidiviste. D'autant plus que les témoins du drame ont remis les enregistrements de la caméra embarquée de leur véhicule. Et sur la vidéo, les enquêteurs découvrent 2 hommes en train de prendre la fuite du véhicule de Palmade, directement après le choc. Les témoins visuels les ont vus aussi et affirment que les fugitifs semblaient avoir dans la vingtaine. Les enquêteurs alors, leur mission là, c'est de mettre la main dessus. Ils veulent les retrouver et qu'ils payent. Après une semaine de coma, Palmade alors se réveille et prend conscience enfin de la situation, de l'horreur qu'il a causée. Assigné à la résidence au sein du service d'addictologie de Villejuif, avec obligation de soins, il ne peut plus quitter l'hôpital.
Les médias n'attendent que de capturer une photo de celui qu'on considère déjà maintenant comme un criminel. Sa sœur Hélène, qui va le voir à l'hôpital, témoigne devant les caméras que son frère a honte, qu'il est catastrophé. Il reconnaît oui que c'était inconscient de prendre la route et éprouve de la honte. Elle affirme aussi qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes, même s'il a conscience qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie et noue avec lui pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible. Il prie vraiment. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. En attendant, des excuses comme ça ne suffisent pas aux proches des victimes, ni même aux enquêteurs. D'une part, les domiciles de l'humoriste sont perquisitionnés. D'autre part, des investigations alors sont ouvertes à la poursuite de 2 fugitifs présents dans le véhicule de Palmade ce soir-là. Les perquisitions dans la maison alors de Palmade ne permettent pas de trouver la quelconque trace de stupéfiants, car il est fort probable, et c'est même sûr, qu'il ait cherché à dissimuler leur chargement. La porte-parole alors du ministère de l'Intérieur lance un appel en direct sur France Info. Je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Cela est très important dans le cadre de l'enquête judiciaire. Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler les éléments est important. Il nous manque ces 2 personnes. Il faut que l'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Sous la pression, Sambou se présente directement aux autorités. Mochine, lui, est interpellé chez sa logeuse, elle aussi placée en garde à vue. Lui dit qu'il était en train de dormir quand le choc s'est produit et qu'il ne sait pas ce qui a pu causer l'accident. Sambou et Mochine sont placés alors sous le statut de témoins assistés. C'est-à-dire en gros qu'ils sont mis en cause, mais pas directement accusés d'avoir commis l'infraction. Il leur est reproché en fait des faits de non-assistance à personne en danger. Pourtant, l'avocate de Mochine tente de le défendre. Il n'aurait pas pris la fuite, mais Sambou, lui, aurait dit « on y va, suis-moi », et il a suivi alors sans vraiment avoir conscience de la situation. Il n'aurait apparemment même pas compris qu'il y avait eu une collision, ni même vu ou entendu les victimes. De toute façon, apparemment, d'après eux, quand on reprend leurs paroles, la route était sombre, sans éclairage, et son client voyait tout noir. Apparemment. Après tout, c'est lui-même une victime de l'accident. Alors, oui, les 2 hommes vont très vite admettre avoir consommé de la drogue au domicile même de Pierre Palmade. Mais c'est l'humoriste qui a choisi de conduire, donc ils n'y sont pour rien. Ils n'étaient pas au volant, eux, et ça va être à lui pour eux donc d'en assumer les conséquences. Et elles sont nombreuses. Judiciaire, déjà avec l'enquête sur l'accident pour déterminer sur quel chef d'inculpation il sera jugé. Bien entendu, dès qu'il est en état de santé suffisant, il est mis en examen pour infraction à la loi sur la conduite aux stupéfiants, homicide involontaire et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive. Et oui, vous avez bien entendu. Homicide involontaire. Car justement, tout l'enjeu là de l'enquête va être de déterminer si la justice doit considérer Palmade victime de la mort du fœtus de cette passagère, ou s'il n'est pas victime et que c'est un meurtrier. Le fœtus est-il viable? A-t-il respiré, ne serait-ce qu'un instant? Si oui, alors c'est un homicide, et le scandale qui le submerge n'arrive pas seul. Les autorités reçoivent plusieurs appels de personnes qui dénonceraient Palmade et qui accuseraient cet homme de penchant pédocriminel. Le principal accusateur, Fabien, un homme de 28 ans qui a partagé des soirées chemsex avec Palmade. L'humoriste se serait vanté apparemment de pouvoir disposer de jeunes enfants, tout en regardant quand il fait des actes avec eux du contenu pédopornographique. Le témoin précise qu'il existe des vidéos de Palmade filmées en train de regarder ce genre de contenu abject. Sur une des vidéos d'ailleurs que détient la police, on y verrait 3 personnes et on y entendrait Palmade dire à quelqu'un « Montre-moi la vidéo avec la petite fille et le vieux monsieur que tu m'as montré ». Les autorités alors ouvrent une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique et une perquisition est donc menée chez l'humoriste. Son matériel informatique est saisi. Pierre Palmade est tout de même placé en garde à vue et son avocate refuse de s'expliquer sur le sujet. Seule Andrea témoigne. Pierre Palmade m'a montré cette vidéo, pas dans le but de partager, mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. Je ne vois pas du tout Pierre Palmade voir des enfants. Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait les vidéos. Il voulait piéger une personne. L'humoriste aurait donc, si j'ai bien compris, en réalité été choqué par ces images qui lui ont été montrées et cherchait à constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. Bon. Ok, mais alors que disent les analyses du matériel informatique? Eh bien, elles ne relèvent aucun fichier pédopornographique.
Les enquêteurs apprennent aussi que Fabien, le dénonciateur, aurait cherché à vendre les vidéos à des journalistes avant de leur livrer. Drôle de comportement. Et pour couronner le tout, des perquisitions menées à son propre domicile le font condamner pour trafic de stupéfiants. Et aussi travail dissimulé. Car le gars c'est pas n'importe qui, c'est un organisateur de soirées chemsex dans un appartement parisien. Des soirées en fait qu'il faisait payer 10 à 30 euros et dont il ne déclarait pas du tout les revenus. En attendant, l'enquête sur l'accident suit son cours. Et fin février 2023, Palmade est victime d'un AVC. Il est placé en liberté sous contrôle afin de se rapprocher de sa famille à Bordeaux et de se faire suivre à l'hôpital Pellegrin. À ce moment, il risque jusqu'à 10 ans de prison, surtout avec l'état de récidive. Le 10 novembre 2023, l'enquête est enfin terminée. Fin 2024, il est alors jugé pour blessure involontaire par conducteur ayant délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité et ayant fait usage de produits stupéfiants. Devant les juges, il exprime de nouveau sa honte et dit être ravagé par ce drame, et il dit assumer complètement les conséquences de ses actes. Mais les victimes et leurs proches sont insensibles aux excuses présentées. Il est jugé alors coupable de coups et blessures involontaires aggravées et condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. La peine est assortie d'une triple obligation de soins, d'exercer une activité professionnelle et d'indemniser les victimes, ainsi que de l'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de lui en délivrer un pendant 5 ans. Résigné, il n'a pas fait appel. Il est incarcéré alors le 9 décembre au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et il va en sortir le 16 avril 2025, donc très récemment. Un aménagement de peine en fait lui a été accordé pour retourner à son domicile avec un bracelet électronique. La seule chose que j'ai envie de dire pour clôturer un petit peu cette vidéo et cette enquête qu'on a menée avec ma scripteuse, c'est que si t'as pas confiance en toi, ne cherche pas du tout un refuge dans les stupéfiants. C'est la pire chose à faire. Ce ne sont que des paradis artificiels qui ne t'aideront jamais à aller mieux. Tout ça n'est qu'une illusion, car ils n'ont de paradis que le nom. Et au contraire, ils risquent de te faire rencontrer tes pires démons. On est sur une histoire très triste, surtout pour la famille qui ont été victimes de la descente aux enfers de Pierre Palmade. Prenez soin de vous les amis, ne consommez pas ce genre de choses dégueulasses. Et même si vous en consommez, déjà j'espère que vous arriverez à vous en sortir et que vous prendrez cette décision-là, mais c'est très compliqué de vous faire soigner par des gens qui pourront vous aider. Et pensez aux autres, ne prenez pas la ruse quand vous êtes sous alcool ou sous stupéfiants. Car en face, vous pourrez percuter et prendre le risque de tuer des gens qui n'ont absolument rien demandé. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce genre d'enquête là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci d'avoir suivi, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires. Je vous mets 2 histoires ici, voilà, qui pourraient peut-être vous plaire et qui sont similaires un petit peu à cette vidéo. A plus et surtout, bonne chance pour bien dormir.